La quête du Graal est le thème de la résurrection. Nous sommes à la veille de la période de Pâques. Et Pâques est vraiment, et surtout en ce moment, cette année, est une année bien particulière par rapport à Pâques, puisque nous sommes l'année 2024 et que 2024 est l'année du karma. Donc, c'est vraiment une année où Pâques va être un passage vraiment très très fort au niveau de l'astrologie. Alors, encore une fois, moi je ne suis pas une experte en astrologie, mais ce que je sais, c'est que cette année est vraiment une année très charnière où il y a un vrai tournant à prendre par rapport à ce thème de crucifixion ou résurrection. Qu'est-ce que tu choisis? De rester englué dans la sensation que tu n'es pas assez, que tu es indigne, que tu es dans ta victime qui ne peut pas bouger et impuissante, ou est-ce que tu vas aller chercher en fait à l'intérieur de toi la part, la guerrière, l'héroïne qui va vraiment décider d'aller vers la meilleure version d'elle-même, qui est dans la détermination et qui décide en fait de devenir une héroïne. Alors pour pouvoir expliquer ce thème de la résurrection et de la crucifixion, j'ai envie ce matin de te parler d'un mythe qui nous parle vraiment de ça, c'est le mythe du roi pêcheur. Dans son roman Le roi pêcheur, qui date de 1986, Anthony Powell souligne d'emblée, avant même d'en exploiter toutes les dimensions, le caractère, à vrai dire, plutôt obscur du mythe du roi du pêcheur. C'est la quête du Graal et elle est complètement, on va dire que pour moi, c'est la version un peu moderne du mythe du Christ qui est mort sur la croix pour ressusciter. Et encore une fois, on a le droit de croire que le Christ, on a le droit de croire à la version, on va dire, classique de la religion qui nous fait croire que le Christ est venu pour sauver tous les pécheurs, mais c'est pas ça du tout, hein. Tu as le droit d'y croire et tu as le droit d'attendre que justement le Christ te sauve, mais tu peux toujours attendre, ça ne viendra pas. Non, l'idée en fait du Christ, et tu vas voir, le roi pécheur est complètement en lien là-dessus. En fait, le Christ ne nous invite qu'à justement mourir à nous-mêmes, à une part de nous, et de venir purifier nos propres fonctionnements. C'est même pas une histoire de péché. Alors c'est intéressant parce que là c'est vraiment le thème du pécheur, mais pécheur veut dire juste inaccompli. C'est-à-dire que on a des fonctionnements en ombre, on a des travers, on a des mécanismes de victimisation ou de ce genre de choses, et c'est des schémas qui nous empêchent, et il ne tient qu'à nous d'aller vraiment transformer, utiliser cette ombre pour aller chercher la lumière. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit. Alors, je vais m'aider en fait du résumé que j'ai fait de ce conte et de ce mythe afin de ne pas m'en mêler les pinceaux, parce que c'est un mythe voilà, qui n'est pas encore complètement imprégné en moi, mais quand je l'ai vu, je me suis dit ça vaut vraiment le coup de le partager, donc c'est ce que je fais. Alors, donc c'est vraiment le thème du Graal et la figure au départ, en fait, le roi pêcheur est une figure du souverain qui est infirme et souffrant, qui attend une guérison rédemptrice et, voilà, et qui résiste aux tentations d'élucidation. Le personnage du roi, il est fuyant et en fait, il va devenir une espèce d'énigme fascinante dont l'origine remonte au Moyen Âge. Il illustre avec Tristan, Perceval ou encore Arthur cette étonnante capacité de la littérature médiévale à façonner des mythes. Alors au commencement, c'était le conte du Graal qui vient du XIIe siècle, donc ce roman qui était la dernière œuvre de l'écrivain champenois, voilà, et donc c'est le mythe du Graal, et qui met en scène un héros neuf et naïf. Perceval,
donc dont les aventures seront désormais inséparables de la quête du mystérieux Graal. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que pour moi, Perceval est vraiment un des personnages clés du chemin du héros. Et Carol Pearson, sur laquelle je travaille depuis longtemps, qui parle justement des différents mythes que nous avons à l'intérieur de nous, des différents archétypes, quand elle présente l'archétype du souverain, du leader, du dirigeant, tout ça c'est le même archétype, eh bien elle part justement de cette histoire, de ce mythe, qui est au cœur de la problématique justement du leader et du souverain à l'intérieur de nous. Donc, au début du roman, après avoir rencontré dans la forêt des chevaliers qu'il prend pour des anges, le jeune Perceval décide, contre l'avis de sa mère, d'embrasser sa carrière chevaleresque. Quittant brusquement le manoir familial, il parvient à la cour d'Arthur, où il est fait chevalier, puis il entame un itinéraire jalonné de multiples épreuves. Un jour, alors qu'il chemine tout en priant Dieu de lui accorder de retrouver sa mère pleine de vie et de santé, il parvient à une rivière sur laquelle il aperçoit une barque avec 2 hommes. N'ayant pas trouvé le passage pour franchir l'eau rapide et profonde, Perceval interroge les 2 hommes. Celui qui pêche lui enseigne alors qu'il n'y a ni pont ni gué, puis il lui propose de l'héberger pour la nuit. Et en fait, l'histoire de Perceval et du roi pêcheur parle justement de comment Perceval va être guidé, va avoir plusieurs personnages sur son chemin qui va croiser son aventure et qui va lui fournir plusieurs indices. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir en fait la construction du leadership, la construction de ce personnage à l'intérieur de toi, qui va justement pouvoir prendre forme en fait, de devenir souverain, rôle modèle, enfin voilà, tous ces thèmes-là, ben, c'est un chemin qui va te demander de relever plusieurs défis et à la fois d'être très alerte par rapport aux signes qui se présentent à toi. Tu es enseigné, tu es initié à devenir justement un leader. Donc, et ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que par rapport au roi pêcheur, il y a en fait une ambiguïté, un contraste entre d'un côté la puissance du royaume, la richesse apparente en fait du royaume, sa belle demeure, tout ça, et le contraste avec son infirmité et son impuissance physique. Et là, on a déjà l'origine, en fait, l'archétype du leader dans son ombre, en fait. C'est-à-dire le leader qui ne s'est pas construit sur la prospérité, mais le leader qui accumule des richesses pour cacher quelque part sa blessure profonde. Euh, et donc qui le réduisent à pécher dans la mesure où il ne peut plus exercer sa fonction de guerrier. Rien n'est dit du coup sur l'origine en fait de sa souffrance, mais justement ça reste un mystère et c'est intéressant parce que ça parle déjà du déni en fait de la souffrance et du mal. Nous apprenons également que Perceval a commis une faute en gardant le silence au château, car il avait posé au passage du cortège les questions attendues, car s'il s'était manifesté et s'il avait posé en fait les questions attendues, alors il aurait guéri le roi infirme, qui aurait retrouvé tout son usage de ses membres et le gouvernement de sa terre. Parce que à cause en fait de cette souffrance et de ce mal physique, eh bien, c'est tout le royaume qui est desséché. Ça devient ouais, le no man's land, quoi, en fait. Après, donc, il y a une cousine qui ajoute que c'est à cause du péché commis par Perceval contre sa mère que tout cela est advenu. Alors, évidemment, je résume, hein, je vais pas parce que c'est un conte qui est assez long, hein. Et il y a justement à un moment donné évoqué les motifs secrets de la faute, du péché et aussi de la parole libératrice, source de connaissance et de salut.
Donc là, on a d'un côté tout le côté sombre en fait de la souffrance en fait d'une lignée, hein, d'un royaume. On ne sait pas très bien si c'est à cause du père, si c'est à cause du fils, si c'est à cause de la mère. Enfin voilà, c'est un peu flou tout ça. Et puis de l'autre côté, on voit déjà commencer à survenir que la parole, que la clarté, la mise en mots de ces souffrances va être au cœur en fait de la guérison du roi. Et que la guérison du roi, elle est en outre inséparable du salut de la communauté. Et ça, voilà, là pour moi, il y a déjà un thème qui est hyper intéressant par rapport à ce que nous vivons actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens voient que, quelque part, nous voyons que notre dirigeant est blessé. Mais malgré tout, nous attendons quand même de ce, de ce souverain qui nous sauve. Alors que en réalité, eh bien non, c'est à nous en tant qu'individus, c'est le fait que nous allons guérir de nous-mêmes qui va faire que le royaume va être sauvé. Et c'est en cela que Perceval va représenter le personnage qui va justement faire ce chemin intérieur et qui va revenir au royaume pour devenir en fait un nouveau souverain. Euh, alors, il y a aussi l'évocation des terres dévastées, des jeunes filles abandonnées, des chevaliers morts qui justement vont voilà, enfin, représenter cette terre, ce- 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 cette terre perdue quelque part, hein, frappée de stérilité. Et c'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que la terre stérile, elle est liée à vraiment la terre physique, parce qu'on sait aujourd'hui que nos terres sont devenues stériles à force d'être d'être bouffées en fait d'engrais, mais c'est lié aussi à tout ce que l'on voit dans les entreprises. Les entreprises sont devenues stériles, il n'y a plus de vie, et c'est pour ça que les gens tombent en burn-out. Il y a quelque chose qui s'effondre en fait, et on voit bien que on le voit bien en ce moment en fait. Si le héros a échoué devant le roi pêcheur en commettant la grande folie de se taire, c'est à cause d'un péché qu'il ignore. Son départ a en effet provoqué la mort de sa mère, emportée par le chagrin. D'autre part, l'ermite dévoile la présence au château d'un vieux roi, un saint homme qui est destiné, qui a, à qui pardon, est destiné l'étrange cortège et qui depuis 15 ans se nourrit exclusivement d'une hostie apportée dans le Graal. Nous apprenons alors que ce vieil homme, frère de l'ermite et de la mère de Perceval, est le père du riche pêcheur, chrétien de Troyes, esquisse ici d'une généalogie. L'histoire d'un lignage qui fait de Perceval le cousin du roi pêcheur. Il associe son héros à la lignée des gardiens du Graal. Le Graal est donc pour Perceval une affaire de famille. Là, ce qui est très intéressant, c'est justement de voir de prendre conscience que à travers ce mythe, qu'est-ce qu'on est en train de nous montrer? On est en train de nous montrer que finalement, la communauté, le royaume, mais qui représente la société en fait, est complètement à l'image de la famille en fait. C'est juste la famille qui est qui grossit en fait, mais avec les mêmes énergies, les mêmes problèmes en fait. Et que finalement, que ce soit la société, la famille ou même l'individu, nous avons tous en fait un, une quête à faire et une souffrance commune. C'est ça que le mythe nous montre, c'est que finalement, nous sommes tous des miroirs en fait. La société a un problème, a une blessure, le royaume a une blessure parce que, en fait, il y a un individu, le roi, qui a une blessure. Et donc, on comprend à ce moment-là que bah, ce qui est vrai dans un sens est vrai dans un autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on repart sur ah, ok, c'est pas, c'est l'origine en fait du problème vient d'un seul homme, et que c'est ce problème-là qui s'est propagé finalement auprès de toute la communauté, de toute la société. Et donc, justement, Perceval va incarner l'humain
qui va décider en fait de prendre en charge sa blessure, de nommer, de reconnaître que, ah bah oui, en fait, je suis blessé, de sortir de ce déni dont représente finalement le roi, le roi pêcheur. Lui, il incarne celui qui n'est plus dans sa force, hein, il représente ce que moi j'appelle le père vide, le père qui est complètement dépourvu de cette flamme intérieure, mais qui continue à donner l'illusion qu'il est puissant, mais c'est juste de l'esbrouffe en fait. À l'intérieur, il est blessé et il est malade et il est en train de se détruire. Et donc, Perceval va représenter tout l'inverse, c'est-à-dire le héros qui va faire ce chemin, qui va accepter finalement eh bien, ses blessures intérieures. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que ce que nous dit justement le mythe, c'est que si le héros échoue au château du Graal et qu'il se tait, il peut s'agir du péché commis par Perceval à l'encontre de sa mère, le fait d'avoir causé sa mort en l'abandonnant, ou d'un péché commis par sa mère elle-même et qui consisterait à un amour incestueux avec son frère. Et donc là, il y a tout d'un coup un thème qui est récurrent et qui est très présent en ce moment, qui est l'inceste. Ce qui serait la honte, en fait, et qui nous permettrait de voir que finalement, derrière cette blessure sacrée de la honte, eh bien, il y a un trésor à aller chercher. La généalogie des rois pêcheurs, établie sur 17 générations, devient une gigantesque énigme impossible à résoudre dans la mesure où elle est régie par une règle fondée sur une relation incestueuse se répétant de génération en génération. Cette règle est la suivante. Tous les rois pêcheurs sont frères, au sens suivant de ce terme. Un roi pêcheur a toujours soit le même père, soit la même mère que le roi pêcheur qui le précède à la tête du royaume. Le lignage en fait du Graal repose sur une faute originelle qui se perpétue et engendre une souffrance éternelle. Le motif de la culpabilité familiale se trouve ainsi au cœur de la relation sur la figure du roi pêcheur et qui lui confère un caractère universel. La blessure s'explique aussi par un péché, par l'origine en fait de cette problématique, s'explique par un péché de luxure. Le roi a été puni dans sa chair parce qu'il a enfreint la loi du Graal qui lui impose la femme qu'il doit épouser. Son choix d'un amour défendu l'a exposé au coup d'une lance empoisonnée qu'il atteint dans ses parties viriles. Le désir sexuel est ici la source du mal. Sans aller comme Jesse Weston jusqu'à faire le code sexuel la clé de la légende, on retiendra une fois encore l'importance de l'interdit, de la faute dont le roi pécheur doit se libérer, se purifier pour atteindre la guérison et restaurer la souveraineté. Et donc là, c'est vraiment hyper intéressant parce que on voit bien que cette importance, cet interdit, eh bien, elle se rejoue aujourd'hui dans nos vies en fait. Et ça se manifeste dans l'ombre, évidemment l'interdit de l'inceste, mais l'interdit aussi dans les couples, hein, tout ça, mais qui fait que on va s'interdire aussi, dans l'autre côté, hein, il y a toujours deux facettes, on va aussi s'interdire justement d'aller incarner ce souverain, en fait. Il y a toujours des interdits, des obstacles sur notre chemin qui sont levés, et c'est aussi le fait d'aller lever ces interdits qui va nous faire devenir ce que nous devons. Ce qui est important, c'est ça, c'est pas les résultats, mais c'est qui nous devenons. Alors, il y a une deuxième interrogation fondamentale qui est suscitée par l'histoire du roi pêcheur. À l'impuissance doit succéder l'action. Et encore une fois, c'est parce que justement on souffre d'impuissance que, et ça on voit bien, hein, moi je le vois bien, cette notion d'impuissance, elle est au cœur de la problématique du THPI. Je ne sais pas ma valeur, je ne connais pas ma valeur, et donc je suis impuissant
je suis face à des situations où j'ai l'impression que l'on m'empêche, qu'on me fait barrage dans mon chemin de vie. Mais cette impuissance, elle est intérieure, en fait. C'est comme une limite que l'on a à l'intérieur de soi. Et c'est justement ce passage à l'action, et c'est là où justement il y a d'un côté cette impuissance qui fait partie de la crucifixion dont j'ai parlé au départ. On se croit euh, être sur la croix, c'est la victime. C'est la victime en soi qui se répète et qui va justement utiliser les traumas comme étant une excuse de son impuissance. Ah bah oui, c'est parce que j'ai été brimée, on m'a castré, on m'a empêché dans mon enfance. Alors, c'est super, c'est très important et tu sais, si tu suis cette chaîne, l'importance que je donne à aller voir, à aller visiter, à aller se reconnaître comme victime, mais il est aussi important d'en sortir et de voir que finalement, nous sommes co-créateurs, en fait. Nous avons cherché, nous avons décidé, en fait, de devenir une victime, de vivre, en fait, cette castration pour justement en sortir. Et c'est là la résurrection que nous avons à faire, là, maintenant. Elle est vraiment hyper présente dans notre vie pour passer un palier, pour sortir justement de cette plainte, pour sortir de cet englument, je ne sais pas comment dire, cette situation d'être englué, cette sensation d'être englué, empêtré. Et ça va nous demander vraiment d'aller chercher à l'intérieur de nous la force, justement, la puissance de nous autoriser à prendre de la place et à voir notre valeur. Parce qu'il n'y a que toi qui vas pouvoir, tu vas pouvoir ne compter que sur toi-même. Alors tu peux évidemment, et je t'encourage si tu te sens dans cette impuissance, te faire aider. Mais il y a un moment donné, c'est toi avec toi-même. À qui tu donnes le pouvoir? Est-ce que tu continues à donner le pouvoir justement à toutes ces histoires du passé, qui sont bien dans tes lignées, elles sont dans tes gènes, tout ça, c'est vrai, je ne dis pas. Mais l'enjeu, c'est justement d'en sortir, de ressusciter ça. Et donc, va falloir là activer la guerrière, le guerrier, le héros, qui est là justement, le Perceval, qui va passer à l'action. Et peu importe si tu y arrives ou pas, l'important c'est de passer à l'action, d'avancer, de faire des expériences pour justement, parce que quand tu vas aller chercher, quand tu vas te mettre à l'action, tu vas forcément appeler à toi en fait des forces, des guides, d'autres personnes qui vont être là pour te soutenir dans ton chemin. Alors je continue et je reviendrai après sur le parallèle dans nos vies. Le héros salvateur qui guérira, le roi, élèvera l'enchantement frappant la terre perdue. Très souvent, le héros du Graal succède alors au roi pécheur et devient le roi du Graal. Cet espoir d'une résurrection, cette mystérieuse présence de la vie dans la mort constitue à coup sûr l'un des points d'ancrage du mythe. Et il est évidemment l'histoire de l'humanité. C'est encore une fois ni plus ni moins le thème de la résurrection et de Pâques. C'est pour ça que c'est vraiment hyper important, là en ce moment, de se rappeler en fait que nous avons le choix d'être dans cette impuissance, de rester dans cette impuissance ou d'aller vraiment activer ce guerrier, cette guerrière à l'intérieur de nous. Alors, et à la fois, évidemment, quand on va se retrouver là, on va voir en fait, on va commencer à sentir, on va les voir venir en fait, cette peur, mais phénoménale, de passer à l'action. Parce que, encore une fois, passer à l'action, ça veut dire prendre le risque finalement de devenir souverain. Et qu'est-ce qui se passe en fait si tu prends toute ta place? Qu'est-ce qui, quel est l'imaginaire en fait? Enfin, l'imaginaire est ton histoire personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu perçois en fait qui se passe si tu prends pleinement ta place? Et là, je t'invite vraiment à aller, à fermer les yeux et aller vraiment contacter, laisser venir à toi eh bien, toutes les situations, tous les moments dans ta vie, surtout le plus loin en fait que tu puisses aller, laisse monter à toi
les situations, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as voulu affirmer ta posture, dire les choses, affirmer justement cette position de leader en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et de comment tu vas le transmuter. Alors, pour information, il y a évidemment plein de situations possibles, hein. Soit quand tu as pris ta place, eh bien, tu as, et c'est un thème aussi récurrent, c'est si je prends la place, bah alors ma sœur, mon frère va se sentir dévalorisé. Ok, bon, ça c'est la première situation. Il y a une autre situation qui est très récurrente chez les THPI que je vois, c'est si je prends ma place, en fait, eh bien, on me coupe la tête et on me tue, en fait. On va me castrer. C'est le syndrome de castration où, justement, on va m'empêcher, en fait, et c'est cette impuissance apprise. Et c'est la raison pour laquelle ça va nous demander vraiment de traverser une peur profonde, mais vraiment profonde, de se mettre en action parce que on a tellement appris, on a été dressé, c'est le syndrome du tigre dressé, à qui on a flagellé, voilà, on lui a mis des trucs sur la tête pour l'apprendre à rester sage, en fait. Alors là, pour sortir en fait de cette impuissance, il y a plusieurs voies. La première, ça va être de revenir dans ces situations et de te dire, et là c'est la partie plus mentale, avec le corps mental, tu vas pouvoir lister tous les bénéfices qu'il y a eu pour toi, hein, que d'avoir été castré. Qu'est-ce que, par exemple, moi, un des souvenirs les plus marquants que j'ai de cette castration, c'est-à-dire qu'on m'a empêché cette puissance, c'est quand ma mère m'imposait d'apprendre mes leçons par cœur plutôt que de faire comme je voulais, en fait, d'être beaucoup plus spontanée. Ok. Alors, j'ai commencé à lister, c'était quoi? Ça a été quoi, en fait, à court et moyen terme, le bénéfice que ma mère m'impose, en fait, sa vision et soit autoritaire par rapport à ça. Ça m'a beaucoup fait souffrir. Oui, ça c'est une part de l'histoire. Mais l'autre voie, c'est que c'est ok, si ça s'est fait, c'est qu'il y a aussi une raison. C'était une initiation. Eh bien oui, en fait, ça m'a développé toute ma partie du cerveau gauche qui n'était pas développée en fait. Ça m'a obligé justement d'apprendre de faire de la mémoire. Et grâce à ça, c'est certainement une des raisons pour lesquelles j'ai réussi à faire des grandes études. Waouh, merci maman. Tu vois, finalement, je vais passer de maman tyran à merci maman, en fait, de m'avoir obligée finalement d'apprendre par cœur, parce que grâce à ça, eh bien, j'ai pu apprendre des leçons euh, apprendre des choses qu'on me demandait d'apprendre. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que c'est con, c'est complètement idiot d'apprendre ces choses-là, mais n'empêche que grâce à ça, j'ai réussi à avoir mon bac et grâce à ça, j'ai continué à faire des études et ça m'a permis quand même voilà, de faire une belle carrière en fait. Donc, merci maman. Je vois tout d'un coup, waouh, je reviens, c'est comme si je revenais sur une histoire que je me suis racontée toujours comme étant une victime par waouh, mais non, en fait, c'était un cadeau, c'était quelque chose de positif. Et là, du coup, ça va me donner la permission, quelque part, moi aussi, d'être autoritaire, moi aussi, d'être beaucoup plus tranchante, en fait. Et parce que c'est de ça dont on parle. Le royaume, devenir un souverain, ça veut dire aussi rétablir l'ordre. Et dans le chaos, quoi. On va passer du chaos à l'ordre. Et à la fois, c'est toute notre peur. Notre peur la plus profonde, c'est d'être trop autoritaire, de devenir un peu comme le dirigeant dont on a souffert. Ça va être ça, en fait, la problématique. Et puis, l'autre peur très profonde, c'est de perdre le contrôle. Parce que finalement, c'est ce qui s'est passé, en fait. Nos dirigeants familiaux ou dans la société, et ça va être intéressant, justement, je t'invite à aller visiter les figures, en fait, d'autorité, de dirigeants à qui tu as eu affaire
Moi, ce que j'ai toujours vécu dans mon parcours, c'est justement des tyrans, euh, j'ai envie de dire sanguinaires, qui ne donnent pas de choix en fait. Ils sont tranchants, ils imposent et c'est comme ça et c'est pas autrement en fait. Ok, donc à partir du moment où j'ai pu lister les avantages pour moi en fait d'avoir eu ce genre de personnes-là, à savoir, bah, ça a été tellement tranchant que quelque part, ça m'a donné, ça m'a empêché de rester, parce que c'est pas mes valeurs, de rester en fait accroché à ces leaders-là, parce que j'aurais pu justement faire de ces leaders mes mentors, mes souverains, les laisser en fait sur un piédestal. Et justement, le fait que finalement il m'ait trahi, eh bien, m'a permis de faire mon propre chemin et d'aller dans plus de liberté, de devenir justement mon propre modèle qui finalement va apprendre en fait de ce que j'ai vécu et devenir une nouvelle version de leader qui prend en compte en fait tous ces retours d'expérience. J'ai appris de mes expériences et ça me permet justement d'incarner une nouvelle valeur, de nouvelles valeurs, euh, une nouvelle conception justement de la souveraineté. En fait, c'est-à-dire, ok, je suis souveraine, mais je ne cherche pas à imposer mon point de vue. Et à la fois, il y a un moment donné, je dois aussi pouvoir dire stop, en fait, poser des limites. Et là aussi, je le vois dans mon parcours, euh, avec mes enfants, par exemple. Pendant très longtemps, j'ai élevé mes 3 enfants toute seule, et il y avait cette peur justement d'être trop contrôlante. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été plutôt l'inverse. Alors, d'un côté, c'est super, je leur ai donné beaucoup d'autonomie, mais d'un autre côté, j'ai bien vu que à un moment donné, ma fille, mon numéro 2, devenait complètement hystérique parce que c'est très insécurisant finalement. On croit que c'est un cadeau que d'offrir la liberté à un enfant, mais ça le rend fou. La liberté, elle doit quand même rester dans un cadre, parce que sinon, s'il n'y a pas aucune limite, c'est vraiment des choses qui ont été démontrées au niveau du fonctionnement de l'enfant, bah, on a besoin d'un cadre en fait. L'enfant a besoin d'un cadre, ça le sécurise. Un cadre qui soit suffisamment souple, mais qui, à un moment donné, pose des limites, en fait. Justement, parce que si tu n'es pas de limites, si tu n'as pas oui, d'obstacle quelque part, ben l'enfant ne peut pas transgresser. Il n'y a rien à transgresser. Et là, du coup, tu le prives justement de ce guerrier intérieur. En fait, il ne peut pas se manifester, le guerrier intérieur, s'il n'y a rien à transgresser. Tu comprends? Et là, ça fait quelque chose de très insécure à l'intérieur de soi. Et je l'ai vécu, hein, ma fille, à un moment donné, donc elle devenait tellement hystérique que mon fils, d'ailleurs, à ce moment-là, a dit, mais tu sais, maman, à un moment donné, tu peux être agressive. Ah, à quoi? Je peux être agressive, mais pour moi, c'était pas pensable, en fait. Je ne m'autorisais pas ça, parce que pour moi, agressivité n'était pas poser des limites, c'était assertif, en fait. Le vrai mot, c'est assertif. Je peux être assertive, pardon, parce que justement, le mot agressivité, imposer son point de vue, poser des limites, était quelque chose de violent. Et oui, ça peut être quelque chose de violent et à la fois, eh bien, de constructeur. Et ça a été toute l'histoire de ma vie. Bien sûr que j'ai vécu des choses violentes, mais qui m'ont fait faire des bonds énormes en fait de conscience parce que justement, ça m'a permis d'avancer en fait. Donc là, je me suis rendu compte, c'est ce que j'ai fait, hein, quand ma fille est devenue de nouveau un peu hystérique, hein, faut dire les choses comme elles sont, très insécure, je l'ai prise comme ça, droit dans les yeux, et je lui dis stop, Salomé, ça suffit, quoi. Et le fait de manifester cette part, là, ce stop, ça l'a rassurée et plus jamais elle a recommencé. Elle savait en fait que, ok, finalement,
en faisant ça, je l'ai sécurisée parce qu'elle savait qu'à tout moment, si elle était en danger, alors je pourrais manifester cette part-là à quelqu'un d'autre aussi. Tu comprends? Poser des limites, en fait. Et c'est ce qui m'a manqué beaucoup, en fait, dans mon histoire. C'est que, bah non, tout était, j'excusais tout le monde, en fait, je pardonnais, parce que j'avais justement peur, en fait, de cette autorité dont j'avais, encore une fois, souffert. Mais puisque j'avais peur de cette autorité, de poser des limites, eh bien, je me faisais bouffer, je me faisais marcher dessus. Voilà, donc c'est... Et là, c'est cette notion justement de résurrection. Pour moi, on est vraiment là, quoi. Surtout sur les personnes hypersensibles THPI, c'est OK, comment je vais pouvoir utiliser en fait toute mon histoire personnelle, toute ma légende, non plus en fait pour continuer à justifier que je suis une victime, que je suis impuissante, mais au contraire, passer à l'action avec, en fait, toute l'alchimie, en ayant alchimisé, en fait, ces énergies-là de colère, hein, et de les mettre au service d'une vocation plus élevée. Et là, il n'y a pas non plus de honte à dire que, et je t'invite à aller voir à l'intérieur de toi, pourquoi tu veux faire quelque chose, pourquoi tu veux, parce que nous avons tous un rêve, en fait, pourquoi tu veux... pourquoi tu veux aller de l'avant? Pourquoi tu veux accompagner les gens? Pourquoi tu veux aller là où tu veux aller en fait? Eh bien, par exemple, moi quand j'ai fait ce processus-là, je suis vraiment allée voir, aller questionner mon pourquoi, eh bien, j'ai en fait un rêve et oui, un rêve qui est de devenir inspirante. C'est important pour moi en fait de laisser une empreinte. Et quand je rêve justement à la personne que je veux devenir et que je suis déjà un petit peu, mais c'est, bah ouais, qu'est-ce qui me remplit? C'est quand ma fille, par exemple, bah, avec lequel ça a été tellement douloureux, quand ma fille aujourd'hui me dit, mais maman, tu sais, je parle de toi à toutes mes clientes, je suis fière de toi, tu m'inspires. Waouh! Bah en fait, c'est ça mon plus beau cadeau en fait. Et j'ai envie justement d'inspirer toutes les femmes, tous les hommes qui se sentent perdus aujourd'hui sur leur chemin, qui ne savent pas qui ils sont, qui ne savent pas en fait quelle valeur elles ont d'elles-mêmes, qu'elles ont une mauvaise perception d'elles-mêmes, qui se sentent bloquées dans leur vie pour leur dire mais c'est possible, je l'ai fait, alors c'est possible, je te montre le chemin et je veux aussi devenir une référence pour la guérison justement de ces blessures ancestrales, de la honte, de la culpabilité, parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis la meilleure par rapport à ça. J'arrive à accompagner et à transformer en fait ces blessures en 3 mois, là où la majorité des psys n'y arrivent pas en 5 ans ou des psychiatres en 5 ans. Alors, pour ça, en fait, l'autre chose par rapport à ça que j'ai comprise, c'est que bien sûr, en fait, que il y a cette peur de prendre de la place, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, parce que tu as ce sentiment que si tu prends ta place, alors tu écrases les autres. Parce que c'est ça qu'on a fait avec toi. OK. Et à la fois, bah, ça fait partie du chemin. Oui, bien sûr que on va pas te donner le tapis rouge, on va pas te dérouler le tapis rouge, parce que ceux qui se sentent dépassés, ça va peut-être pas leur plaire. Et à la fois, bah, ça va leur donner là aussi, leur redonner du courage, de la motivation euh, pour, euh, pour aller plus loin. Au départ, ils vont te haïr parce que, évidemment, tu vas leur renvoyer quelque chose que eux ne sont pas capables de faire. Et ça fait partie du jeu, qui n'est pas très agréable. Et à la fois, bah, après un certain temps, eh bien, tu vas devenir une référence. Et si ça se trouve, ces personnes qui t'ont haï vont venir à toi dans quelques mois pour te demander comment tu fais. Et ils vont commencer à regarder comment tu fais. Et ils vont venir à toi pour que tu les formes, tu vois. Donc oui, c'est sûr que passer un palier
en fait de puissance, de développement, de conscience, de souveraineté, demande en fait des sacrifices. Eh oui, c'est la notion de sacrifice qui est en jeu là, dans la notion de résurrection. Bien sûr que ça va demander des sacrifices, ça va demander de lâcher justement, encore une fois, cette part qui aurait bien envie de rester dans le canapé devant la télé. Ça va demander de lâcher voilà, cette femme qui voudrait pas, qui a peur de faire du mal aux autres. Ça va demander voilà, un certain nombre de sacrifices. Et aussi, il faut quand même pas se mentir, que plus tu montes, en fait, plus tu commences à gravir les échelons, eh bien, plus tu vas te retrouver toute seule. Et ça fait aussi partie du chemin. Mais peu importe, moi je préfère avoir très peu d'amis et des amis sur qui je sais que je peux vraiment compter, qui sont là et qui me soutiennent en fait dans mon évolution et avec lesquels il y a cette émulation d'oies sauvages, tu vois, on est là tous à se porter, plutôt que d'avoir des tas d'amis. Mais c'est que du fake, c'est que voilà, on est là, on se brosse le poil, ça m'intéresse pas en fait. Et peut-être aussi que je vais devoir sacrifier ma vie personnelle, ce que j'ai fait depuis 10 ans à peu près. Et c'est OK. Voilà, ça fait partie du jeu. Moi, je suis là. Mon objectif, ma ligne de mire, c'est de devenir inspirante. Et plus j'avance, et plus j'ai envie de devenir inspirante. Voilà, tout mon argent, il est mis dans des coachings, dans des formations pour vraiment trouver la meilleure manière pour devenir la meilleure dans mon domaine. Et je n'ai pas peur, je n'ai plus peur de le dire. Avant, c'était presque une honte en fait d'avouer que j'étais ambitieuse. Parce que évidemment, dans ce domaine spirituel, dans cet environnement de haute conscience, non, il faut surtout pas parler d'ambition. Mais bien sûr, en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est OK, chacun sa vision, chacun son point de vue. Voilà, j'espère avoir transmis en fait ce message de Pâques en fait qui encore une fois nous invite à aller révéler ressusciter à nous-mêmes. Tu comprends que le thème en fait du leadership et de la souveraineté, elle met en avant et elle met en exergue vraiment un thème fondamental qui est la responsabilité. Tu as la responsabilité de devenir celle que tu veux devenir en fait. C'est à toi en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu es toute seule à bord en fait. Et il y a un moment donné, voilà, c'est à toi de manager en fait ta vie en fait. Tu as les rênes par rapport au cheval sur lequel je suis tombée. Et c'était très intéressant d'ailleurs parce que je me suis rendu compte par rapport à cette chute que bah oui, pourquoi j'ai chuté? Il y a plein de raisons hein, que j'ai pu mettre en évidence. Mais là, par rapport à ce thème justement de la résurrection, je me suis rendu compte que finalement, j'ai laissé le pouvoir à ma jument justement de décider, de faire n'importe quoi. Parce que j'ai manqué en fait de fermeté. C'est cette notion de fermeté. Parce que cette fermeté, elle me fait peur. J'ai peur en fait de cette fermeté. J'ai peur de faire mal. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette fermeté, elle est nécessaire et elle est utile en fait pour ma jument pour lui dire stop en fait. Et ça montre en fait l'autre thème que ça met en évidence, c'est souvent en fait le paradoxe, l'opposition que l'on fait de pouvoir et de sagesse. On croit que le pouvoir, en fait, est complètement, n'est pas possible si on devient sage. Si tu deviens sage, tu dois abandonner le pouvoir. Absolument pas. Non, non, pour moi, c'est pas du tout, en fait. Parce qu'au contraire, le souverain, le vrai leader, eh bien, il va justement, il parle d'aller chercher justement notre pouvoir, d'aller réveiller notre pouvoir au service justement du bien, au service d'une vie meilleure, au service d'une meilleure, voilà, d'une meilleure façon de faire, de quelque chose qui va faire le bien en fait. Et le problème, c'est que voilà, on a souvent très peur, en fait, surtout voilà, toutes les personnes qui ont vécu de la violence dans leur enfance vont rejeter
le pouvoir. Je vois beaucoup, et on va du coup rentrer dans une autre vision de l'harmonie à tout prix. Ah non, surtout pas de pouvoir. Et là, c'est là où en fait reste bloqué pour beaucoup, avec notamment euh, les principes de d'écolieux ou ce genre de choses où non, non, on veut l'harmonie à tout prix. Oui, sauf que l'harmonie à tout prix te prive en fait chacun, chacune du pouvoir d'exprimer, comme le dit très bien en fait ce mythe du roi pêcheur, euh, du pouvoir personnel. En réalité, les écolieux sont des endroits, alors on a le droit de ne pas être d'accord, mais c'est mon analyse, hein, euh, à partir du moment, alors je ne mettrai pas encore une fois tout le monde dans le même palier, mais ce que je vois, et j'ai beaucoup de personnes qui ont fait l'expérience en fait de ces principes d'écolieux, d'abord il y a souvent quand même un, un, une personne qui est à l'origine et qui, sous couvert en fait d'harmonie, dirige l'ensemble. Euh, c'est comme aussi des pratiques dont j'ai pu entendre, qui est sous couvert de collaboration. Et là, j'ai un exemple flagrant en tête d'une personne qui, pour soi-disant euh, aider, éduquer, enfin on va dire enseigner à chacun l'intelligence collective et comment le vivre ensemble, s'est fait construire sa piscine avec ses étudiants en fait. C'est quand même, il se fait payer et à la fois il se fait payer une piscine. C'est grandiose hein, et beaucoup, beaucoup de mentors, beaucoup, beaucoup de gens qui euh, prétendent en fait euh, faire des formations autour justement de la bienveillance et ce genre de choses sont des énormes, des dirigeants, des souverains qui imposent justement une vision et qui sont pas mieux. En fait, il y a une colère qui est refoulée et voilà, il y a toujours ce pouvoir qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas redistribué quoi, quelque part. Et c'est souvent ce dont on a peur hein, de reproduire. Et donc pour ne pas le reproduire, bah, on se dit, bah non, je préfère second. J'ai une cliente hier qui me dit, ah non, mais moi, je suis une très bonne seconde. Bah, oui, donc t'étonnes pas que du coup, si tu donnes le pouvoir aux autres, à un moment donné, les autres vont forcément utiliser ce pouvoir contre toi, puisque c'est pas ta voix. L'univers est très très bien fait, nous met vraiment à, à, à l'épreuve, en fait. Le souverain, l'archétype, en fait, il nous aide justement à trouver la manière dont nous avons à développer notre manière unique de générer en fait de la prospérité pour justement qui à la fois respecte la pleine expression de qui nous sommes. Et c'est complètement en lien avec justement l'expression de qui nous sommes. Il y a par exemple Osho qui pour moi est une figure très intéressante justement de ce mélange qu'il a fait de ok oui de prospérité et à la fois de grande sagesse. Il y a pas c'est pas antinomique et on voit bien que Osho a été très critiqué parce que justement il avait plein de Rolls-Royce en fait. Mais ok, c'était son kiff. Bah, à partir du moment où il les permet aux gens d'être plus évolués, pourquoi on lui en voudrait? De la même manière, moi je l'ai vu aussi dans ma formation chamanique, à partir du moment où la chamane avec laquelle je bossais a commencé à donner plus d'ampleur, à faire rentrer plus de gens, à créer des choses de plus grande ampleur, eh ben, elle a été critiquée parce que les gens ont peur en fait du pouvoir, mais c'est leur problème, c'est pas le sien. On lui renvoyait qu'elle n'était pas alignée, alors qu'au contraire, sa vocation était d'aider de plus en plus de gens. Est-ce que c'est mal? Non. Mais voilà, les gens vont projeter en fait leur peur sur les autres en fait. Donc l'ombre du souverain, c'est
les tyrans, la notion de tyrannie, d'ogre, qui vont justement parfois se manifester, non pas, il y a deux manières, c'est toujours pareil, hein, il y a la manière expressive et il y a la manière répressive. Et très souvent chez le THPI, il va se manifester de manière répressive. C'est-à-dire que tu vas te castrer toi-même, en fait. Tu vas t'empêcher toi-même. C'est exactement ce que j'ai fait avec ma chute. Je me suis privé moi-même, en fait, de mon propre pouvoir, en fait. Hein, c'est l'ombre de la force, en fait, hein, de Dark Vador dans Star Wars. Alors, j'avoue que je suis pas trop bien, je connais pas trop bien le thème, mais voilà. Et le but du jeu, ça va être voilà, de dépasser cette peur-là. Alors, les différents niveaux, ça c'est intéressant aussi dans le livre de Carol Pearson, elle va nous donner les différentes étapes, paliers pour pouvoir aller développer le souverain. Et elle parle justement de cette limite dans l'ombre, c'est le contrôle, hein, la rigidité, la tyrannie, le côté, les comportements manipulateurs de cet archétype. Qu'est-ce qui fait que l'on est appelé en fait? C'est quoi l'origine en fait de l'appel du souverain? Eh bien, c'est le manque de ressources, c'est le manque d'argent qui va faire que on est appelé à aller chercher le souverain en nous. En fait, il y a un appel à justement manifester notre plus grande force à l'intérieur. Et c'est aussi un manque d'harmonie, en fait. C'est ça qui va déclencher cette quête à ça, en fait. Un manque de soutien, un manque d'harmonie, un manque d'ordre. C'est le chaos, en fait. Le chaos est en réalité un appel à réveiller, en fait, ton souverain intérieur. La première des choses, c'est le premier niveau, c'est prendre la responsabilité de l'état dans lequel tu es. Ok, je vois en fait que c'est le chaos, je vois que c'est la merde. Déjà, je reste pas dans cette posture de victime, et ça c'est déjà une étape pas toujours évidente, hein, de voir que j'ai une blessure. Pour pouvoir chercher des guérisons, il faut déjà voir qu'on est malade. Ça c'est la première des étapes, hein, et qui n'est pas toujours la plus facile parce que euh, on préfère rester, on est empêtré dans la victime, on est, euh, on est une victime qui cherche un sauveur. Et là, si tu es une victime qui cherche un sauveur, il se passera rien en fait. Il faut que l'appel, en tous les cas, si tu viens à moi avec cette posture-là, moi je te laisse, hein, j'en ai eu quelques-uns. Non, mais je suis pas ton sauveur. Enfin, moi, je suis pas. C'est pas moi qui vais te sauver, c'est toi qui vas te sauver. Mais si toi déjà, tu ne crois pas en toi à la base, t'as pas vraiment envie de t'en sortir, tu as juste envie d'être plein, c'est pas la peine en fait. Et ça, de sortir de cet état-là, c'est déjà un sacré travail en fait. Le deuxième niveau, c'est de développer justement les compétences et de créer les structures de manifestation de ses propres rêves dans un rêve, dans un monde réel. On va passer dans le premier niveau, c'est ah ben je rêve de m'en sortir, je rêve de ci, de ça, mais je rêve en fait, et je mets rien en action, tu vois. Le deuxième niveau, c'est non, je sais que au fond de moi, j'y arriverai en fait. Je ne me donne plus de choix d'y arriver. C'est là où je veux et je mets des actions, j'investis sur moi et ça c'est vraiment le premier pilier qui est hyper important en fait. Je prends ma responsabilité en fait de l'état dans lequel je suis et je prends la responsabilité d'en sortir. Je me suis foutu dans cette merde, j'ai le pouvoir de m'en sortir et je sais que je détiens les clés de mon problème. Ça c'est hyper important aussi. Je peux me faire aider, ça ne veut pas dire que je dois y arriver toute seule. Là aussi, ça peut d'ailleurs être un défi de se dire, ok, j'accepte justement de ne pas être toute puissante non plus. J'accepte de me faire aider parce que là, je vois bien que je tourne en rond et que je n'y arrive pas. Ça, c'est aussi hyper important, eh bien, d'avoir de la clairvoyance sur, ok, là, j'y arrive pas en fait. Bon, bah, j'ai besoin d'aide et j'investis et je trouve les moyens parce que le j'ai pas d'argent, ça aussi, c'est une position de victime. Si tu n'as pas d'argent, bah, tu vas prendre un job de vendeur, de n'importe quoi, et tu trouves l'argent en fait, hein. Tu réduis, tu priorises, et on trouve toujours en fait les ressources. Niveau 3,
eh bien, on va utiliser pleinement ces ressources. C'est là où il y a un travail souvent quand même à faire, de rassembler en fait les forces qui sont à l'intérieur de toi et aussi bien extérieures, qui vont justement permettre de comprendre, d'accoucher de toi-même. Et ça, c'est tout un processus intérieur, hein, d'aller comprendre, d'aller transmuter. Il y a aussi, encore une fois, des blessures, parfois à les reconnaître, de voir les blocages et de transmuter ces énergies pour justement voir que, ah oui, mais ces événements-là, ils me permettent aujourd'hui justement d'être autrement en fait. Et comment je peux faire de ces blocages, de ces blessures d'origine de là où j'ai grandi, aujourd'hui, moi, je veux être meilleure. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi en tant que mère. Ok, c'est pas parce que ma mère m'avait tapé dessus, avait été autoritaire, à un moment donné, je me suis vue être quelqu'un que je ne voulais pas être, et j'ai décidé de faire, voilà, de me faire accompagner. Je savais, je sentais que c'était hyper important, que je ne devais pas reproduire le schéma familial, et que c'était ma mission justement que de passer à un autre stade, de faire mieux en fait. Et du coup, ouais, d'incarner un nouveau modèle en fait de mère, un nouveau modèle d'entrepreneuse, etc., etc. Voilà, j'espère que ça te donnera beaucoup plus de clarté sur tous les sujets qui sont autour de la souveraineté, du leadership, et auquel, voilà, et comment ça résonne en toi, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça réveille en toi de te voir en tant que leader. Waouh, énorme. Ah ouais, tu as ça au fond de toi qui t'appelle. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as, quelle peur en fait ça te fait monter à l'intérieur de toi. Évidemment, si tu veux vraiment rentrer dans un travail plus profond par rapport à ce sujet-là, que tu sens que tu tournes en rond par rapport à ce sujet-là, qu'il y a des rêves que tu n'arrives pas à concrétiser vraiment, eh bien, tu n'as qu'à me connecter, me contacter. Il y a le formulaire dans la description qui est là, qui est disponible, et je te répondrai dans les meilleurs délais. On fixe un premier rendez-vous qui est totalement gratuit, où on va justement identifier là où tu es bloqué et comment je peux t'aider. Et pour information, il n'y a pas que mon programme Le Phare que je propose. Selon les situations, je sens en fait que non, on peut simplement faire quelques séances individuelles, et ça va pas forcément. Et moi, je prends toujours en compte aussi les contraintes budgétaires et autres. On trouve toujours un moyen d'avancer. Voilà. Je te souhaite en tous les cas une bonne résurrection. Encore une fois, c'est un choix personnel, et je t'invite à être très lucide par rapport aux énergies qui sont là, parce qu'elles vont nous challenger là pendant jusqu'au début avril, jusqu'au 2 avril. On va traverser vraiment des énergies qui vont nous, nous challenger, et d'aller vraiment ne pas donner de pouvoir à toutes ces idées qui disent mais non, je ne vais pas y arriver, dans cette impuissance. Non, crée un espèce de bouclier qui fait rebondir toutes ces idées qui viennent à toi, pour que justement tu ne puisses garder que vraiment les énergies positives qui t'élèvent et qui t'amènent à ton rêve. À bientôt!